Chers abonnés, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le risque de non-conformité. Tout récemment, nous avons parlé du panorama des normes. Je vous ai expliqué l'origine des normes. Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai présenté sous forme de schéma. Alors aujourd'hui, nous allons développer dans cette dynamique. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des facteurs profonds de risque de non-conformité. Voilà, donc en fait, ce qui pousse les agents, en fait, en d'autres termes, ce qui pousse les agents à ne pas respecter les normes. Voilà, donc voilà, ici, je vous ai présenté voilà, un schéma, voilà, ce qu'on appelle par la gouvernance. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle l'organe délibérant. Voilà, on a l'organe délibérante, nous avons l'organe exécutif, nous avons les trois lignes de défense. Les trois lignes de défense sont, les trois lignes de défense sont les modèles les plus utilisés dans les banques, partout dans les organisations. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Alors, en première partie, nous en parlons de la défaillance de la gouvernance. Et oui, exactement. Alors, plusieurs professionnels pensent que le risque de non-conformité concerne uniquement les services tels que le service de production, le service crédit, service recouvrement, service guichet au niveau du guichet. Non, mais en réalité, la non-conformité concerne avant tout l'organe délibérant. Alors, c'est quoi l'organe délibérant ici? L'organe délibérant n'est que ce qu'on appelle le conseil d'administration. Le conseil d'administration a un rôle à jouer. Vous voyez, le conseil d'administration, c'est lui qui fixe les grandes stratégies. Vous voyez, le conseil d'administration est composé de lui, le président du conseil d'administration, des actionnaires, parce qu'une banque, lorsqu'elle est mise en place, c'est pour des profits, c'est à but lucratif, hein, ce n'est pas du bénévolat. Voilà, une banque commerciale, lorsqu'il décide d'ouvrir ses portes, c'est un but lucratif, c'est pour avoir des revenus, ce n'est pas du social. Ok, donc c'est composé des comités, des actionnaires, c'est ça. Voilà, comme ça est organisé l'organe délibérante. Et dans l'organe délibérante également, on retrouve les comités crédit, comités d'audit, voilà, ce qui siège au niveau du conseil d'administration. Alors, au niveau organe exécutif ici, c'est la direction, hein, la direction générale. Voilà, la direction générale composée d'autres directions, la direction par exemple de finances, direction de risque, direction de finances et autres. Vous voyez, voilà comment ça se présente. Alors ici, on a un organe opérationnel. Ça, c'est ici, première ligne de défense. C'est l'organe opérationnel. Ce sont des professionnels. Ici, il y a des services professionnels qui sont tout le temps exposés au risque. Voilà, différentes sortes de risques. Voilà, pour la première ligne de défense, c'est un usage. Par exemple, ici, il y a un service qu'on appelle service crédit. C'est un service de production. C'est ici où il y a le chiffre d'affaires d'une banque ou d'une microfinance, du service crédit. Vous voyez, ce service-là qui va aller prospecter, ouvrir les comptes, proposer des produits, par exemple les produits de crédit aux clients. Voilà, au niveau du guichet. Guichet, ce sont des gens, lorsque vous allez pour effectuer un retrait à dépôt, voilà, quand vous allez dans une banque, alors ce qui reçoit au niveau il y a un service guichet, il y a des gens qui sont là au guichet, qui vont vous effectuer les retraits, les dépôts. Voilà. Le service guichet, le service recouvrement, c'est ces services-là qui vont se charger d'aller suivre les crédits accordés aux clients, qui vont veiller à ce que les clients respectent. Nous avons la chargée clientèle. La chargée clientèle, à son tour, c'est le professionnel qui est là à l'agence, qui est à l'accueil, qui donne des orientations clients, ceux qui viennent pour solliciter, pour demander, pour par exemple, demander des informations relatives aux produits de la banque, de microfinance. Voilà, c'est chargé clientèle, appel chargé clientèle. Voilà, c'est donc l'organe de première ligne de défense. Alors, deuxième ligne de défense ici, on retrouve la conformité
côté, nous avons responsable risque, contrôle interne, ce qu'on appelle autrement contrôle permanent. Et ensuite, nous avons la troisième ligne de défense, l'audit interne. L'audit interne, lui, à son tour, lui, sa mission principale, c'est de contrôler, la première ligne de défense et la deuxième ligne de défense. Vous voyez, donc voilà comment se présente le chemin de la gouvernance bancaire. Ça montre à quel point les décisions sont prises. Alors ici, pour comprendre ce chemin, on se pose trois questions. Qui définit les règles, qui doit les appliquer et qui doit les surveiller. Donc ces trois réponses, voilà, par rapport à la gouvernance, nous avons l'organe délibérant, l'organe exécutif ici. L'organe exécutif, c'est la direction, c'est lui qui fait. L'organe exécutif donne les comptes d'orientation. L'organe exécutif met en place les moyens nécessaires. Ouais, parce que c'est ici, c'est lui qui fixe l'objectif. Comme je viens de vous dire, ici, il y a les actionnaires. Les actionnaires sont ceux qui ont apporté les capitaux pour le lancement, par exemple, pour la mise en place d'une banque. Vous voyez, ils ont apporté des capitaux. Donc, ils ont un intérêt, c'est avoir des bénéfices. Okay? Donc, des dividendes, comme on appelle. Donc, eux, ils vont fixer des orientations, des orientations que l'organe opérationnel doit atteindre. Maintenant, ça passe par l'organe exécutif. L'organe exécutif, surtout analyser, doit mettre en place les moyens nécessaires au niveau de la première ligne de défense et en même temps mettre en place ce qu'on appelle les politiques internes. Donc, dans chaque banque, chaque microfinance, il y a ce qu'on appelle les procédures internes et les politiques internes. Voilà, les politiques internes, c'est par exemple au niveau stratégique. Okay? Nous n'avons pas opté pour une stratégie, par exemple, financer les commerçants. Vous voyez, financer les commerçants qui ont leurs activités, l'activité qui, par exemple, qui ont déjà une existence de 2 ans plus. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle la politique. Vous voyez, c'est stratégique. Voilà, c'est ça des objectifs du point de vue stratégique d'une banque. Et nous avons l'organe exécutif à son tour, lui, il exécute ce que l'organe délibérant fait. Donc, en fait, lui, il est là lui, il reçoit tout ce que l'organe délibérant, voyez, voilà, à son tour, lui, doit mettre en place les moyens nécessaires parce que l'organe opérationnel est ici. Okay? Donc, l'organe exécutif doit mettre en place les moyens pour qu'on puisse atteindre les objectifs, puisque c'est eux, leur but, c'est d'atteindre les objectifs. Donc, lui, il est là pour mettre en place les moyens nécessaires. Parmi les moyens nécessaires, il va allouer ce qu'on appelle les moyens nécessaires, ce que j'ai dit, les moyens nécessaires. En même temps, il va mettre en place des procédures internes. Donc, il y a les politiques internes, qui donnent des orientations. Il y a les procédures internes qui vont donner des étapes à suivre, à respecter. Par exemple, pour le service crédit, pour accorder un crédit à un client, il faut analyser son activité, il faut visiter son activité, il faut visiter son domicile. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle par les procédures. On montre les étapes à suivre pour arriver au décaissement. Il y a aussi les procédures au niveau de retrait. On montre les étapes à suivre pour arriver par exemple, quand vous êtes un client arrive, vous voyez, premièrement, il faut remplir le formulaire, par exemple, de retrait. Vous remplissez. Une fois que vous remplissez, vous déposez au niveau du guichet et vous attendez votre tour. Ouais. Tout ça, ce sont des procédures. D'accord? Procédures de recouvrement aussi. Il y a aussi des procédures de recouvrement. Vous voyez? Lorsqu'on accorde un crédit à un client, on doit veiller à ce que ces fonds-là puissent revenir au niveau de la banque. Parce que l'argent qu'on a donné, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire financier. Donc, on prend de l'autre côté et on transforme sous forme de crédit en tant de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle l'intermédiation financière. Donc, le service de recouvrement doit veiller à ce que ces fonds qu'on a mis à la disposition du client retournent au niveau de l'agence et la chargée de clientèle à son tour. Son rôle est de
recevoir les clients, renseigner les clients, en même temps ouvrir les comptes des clients. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle ensemble la gouvernance. Ici, nous avons la deuxième ligne de défense. La deuxième ligne de défense, son rôle est de contrôler, sinon, voilà, de veiller à ce que la première ligne de défense respecte les normes au niveau interne. Parce que quand on parle de non-conformité, ça veut pas dire, bien que ça concerne les règles de la COBAC, mais ça concerne aussi les règles au niveau interne de l'institution. Parce que chaque banque a ses règles au niveau interne, a ses politiques. D'accord? Donc pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser d'abord en ce qui concerne les procédures au niveau interne. D'accord? Mais après, prochainement, nous allons revenir pour parler maintenant en ce qui concerne les règlements COBAC. Là, nous allons appliquer les textes de COBAC, nous allons lire les textes, interpeller, donner un sens à ces textes-là pour savoir comment les appliquer. Parce que lire, c'est autre chose, comprendre, c'est autre chose, et appliquer, c'est autre chose. Donc, c'est ce que nous allons faire prochainement. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser pour, en ce qui concerne les procédures internes. Parce que la non-conformité concerne aussi les procédures internes. Lorsque la banque met en place les procédures. Lorsque ces procédures n'est pas respectées, lorsque ces politiques ne sont pas respectées aussi, ça constitue ce qu'on appelle une non-conformité. Donc, c'est un risque de non-conformité au niveau interne. Voilà. Donc, raison pour laquelle, pour développer, je vous présente ces trois lignes de défense. Okay? C'est un modèle que vous trouverez partout. Maintenant, l'applicabilité, c'est la manière de l'appliquer diffère en fonction de la taille des banques. Voilà. Donc, ça diffère, mais la logique reste la même. D'accord? La deuxième ligne vient contrôler la première ligne. Et la troisième ligne, ici, quand on voit la troisième ligne de défense, c'est l'audit interne qui vient en même temps contrôler la première ligne de défense et la deuxième ligne de défense. Lorsque ce système n'est pas efficace, eh bien, ça occasionne ce qu'on appelle le risque de non-conformité. Vous voyez? Donc, oui, l'organe délibérant, lorsqu'il donne ses stratégies, il doit tenir compte aussi des recommandations. Parce que eux, la deuxième ligne de défense, le service conformité, lui, veille à ce que tous ces services-là respectent les normes. Supposons, on prend par exemple, le service chargé clientèle. La chargée clientèle doit ouvrir les comptes. D'accord? Ouvre les comptes des clients, renseigne les clients comme d'habitude, ouvre les comptes. Mais en ouvrant les comptes, il y a des règles qu'il faut respecter, même au niveau interne. Par exemple, le client doit avoir sa pièce d'identité, le client doit avoir 2 cartes photos, le client voilà, doit être majeur, voilà, jouir de ses droits pour ouvrir un compte, par exemple. La deuxième ligne de défense doit veiller à ce que la chargée clientèle respecte ses critères. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. On a eu à développer ça lorsque nous avons parlé du panorama des normes. D'accord? Ce sont des normes hein, internationales, voilà, qui sont reconnues dans les banques. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, lorsque vous allez dans une banque, première des choses, vous présentez votre pièce d'identité. D'accord? Lorsque vous présentez votre pièce d'identité, celui qui vous reçoit au niveau des guichets, il a des informations sur la machine. Donc, quand il voit votre visage, il regarde la pièce d'identité, il regarde également dans le système des informations. Il y a des informations sur le système. D'accord? Compare les signatures. La signature que vous avez apposée dans la fiche d'ouverture de compte, lorsque vous avez ouvert votre compte pour la première fois, la signature que vous avez apposée sur la fiche, l'agent qui vous reçoit, il compare ça, il regarde ça dans la machine parce qu'il y a un logiciel qui est là, tout est logé là-bas. Et on compare avec ce qui est sur la pièce d'identité, formulaire par exemple de retrait, on regarde, on compare, oui, c'est bien la personne, c'est bien son compte. C'est ce qu'on appelle le KYC, non customer. Parce qu'il faut connaître le client avant de le servir. Connaître le client, ce n'est pas juste pendant l'ouverture, mais durant toute la relation, hein, durant toute la relation avec le client, il faut le connaître. À chaque opération, il faut connaître. D'accord? Il y a ces normes-là qui existent au niveau des banques. Par exemple, la deuxième ligne de défense doit veiller à ce que la chargée clientèle respecte ces normes-là, hein, s'assurer que lorsque la chargée clientèle, par exemple, lorsque le guichet
la chargée de clientèle ouvre les comptes, il tient compte les pièces recommandées par l'institution. Ouais, parce que chaque banque, comme je viens de le dire, a ses procédures internes. Mais en mettant en place des procédures internes, on doit aussi tenir compte des normes, des règlements de la COBAC, puisque les banques sont encadrées par les règlements de la COBAC. D'accord? Donc voilà les trois lignes de défense. Donc dans chaque de chaque ligne de défense, ça son rôle à jouer. D'accord? Donc la conformité doit veiller à ce que la chargée clientèle ouvre le compte en respectant les procédures, ce qu'on appelle le KYC. Par exemple, au niveau des guichets aussi, je viens de vous expliquer, lorsque un client vient pour faire un retrait, comment ça doit se passer, comment on doit se rassurer que c'est bien le propriétaire du compte qui vient effectuer un retrait. Vous voyez? Donc la conformité, il vient pour contrôler, dans la deuxième ligne de défense, vient pour contrôler ce qui a été fait en première ligne de défense. Donc à cela, je viens vous faire comprendre que la, la conformité, la non-conformité, ça ne concerne pas seulement les règles de COBAC, mais ça concerne aussi au niveau des procédures internes. Ouais, lorsqu'on ne respecte pas les procédures au niveau interne aussi, c'est une non-conformité. Par exemple, pour un agent professionnel, que vous êtes un professionnel dans une banque, vous ne respectez pas les procédures internes de la banque, vous pouvez subir des sanctions. Ça peut être les blâmes, ça peut être des sanctions, des mises à pied. Voilà, il y a des sanctions lorsque vous ne respectez pas ce qui est établi. Vous travaillez à l'encontre de ce qui est comme règle ou procédure, vous pouvez être passible des sanctions. Donc voilà pourquoi vous êtes, si vous êtes un professionnel, vous travaillez dans une banque, vous devez comprendre comment la banque fonctionne. Et à chaque fois, si vous constatez qu'il y a des règlements, à chaque fois il y a des procédures, vous devez comprendre ces procédures-là dans le cadre de votre service. Parce que dans chaque service, voilà ce qu'il faut faire. Et comme je viens de vous expliquer ici, par exemple, ici, le service crédit, il y a une procédure qui dit avant de décaisser un client, avant de financer un client, il faut descendre sur le terrain, il faut faire les analyses, il faut comparer les informations, il faut aller visiter les garanties. Tout ça, ça fait partie des procédures. Donc, chaque service a ses procédures. Donc, si vous ne respectez pas les procédures, vous êtes exposé. D'accord? Donc, il faut respecter euh, ce qu'on a mis à votre disposition comme procédure. Et donc, la deuxième ligne de défense, à son tour, viendra pour vous contrôler. Vous voyez, lui aussi, à son tour, quand il vient pour vous contrôler, il doit être factuel, il doit s'assurer que le travail est bien fait. Voilà. Une fois que le travail est bien fait, c'est bon. Mais si ça ne fait pas bien, si le travail n'est pas bien fait, il doit obligatoirement alerter, sensibiliser. Donc, la deuxième ligne de défense n'est que le responsable conformité. Parce qu'au niveau des banques, souvent, c'est le responsable conformité qui fait ce qu'on appelle les formations. Lui, il est là pour rappeler les procédures internes de la société, les politiques de la société, veiller à ce que les agents respectent ces procédures-là. Okay? Donc voilà pourquoi lui, il est là, il fait des formations, il forme ces agents-là. Okay? Voilà. Il donne des orientations à ces services-là pour que ces services-là puissent respecter ce qui a été établi, pour qu'il n'y ait pas de non-conformité. Et une fois qu'il constate, il doit également reformuler, faire des recommandations à l'organe exécutif aussi, et en même temps l'organe délibérante. Vous voyez, parce que, vous voyez, non, il y a l'organe délibérante, l'organe exécutif. Donc l'organe exécutif rend compte à l'organe délibérante. Vous voyez, et l'organe délibérante lui donne des grandes orientations que l'organe exécutif, c'est-à-dire la direction générale, doit mettre en place pour que les services opérationnels puissent atteindre les objectifs. D'accord? La deuxième ligne va venir pour veiller à ce que les procédures soient arrêtées. La deuxième ligne va venir vérifier si les procédures sont respectées au niveau de la première ligne de défense, et aussi nous avons l'audit interne qui est un service qui est indépendant, qui vient pour contrôler. L'audit interne vient pour contrôler ces deux services-là, pour s'assurer que il y a eu bien respect des procédures. Mais une fois qu'il constate que ça ne va pas, il doit force pour directement remonter l'information, alerter, alerter. Voilà. Donc lui, il va alerter
plus voilà, améliorer aussi nécessaire, sensibiliser les équipes opérationnelles. Donc voilà ce qu'on appelle la gouvernance. Donc la gouvernance ici, ça implique que tous les parties prenantes dans une banque, d'accord? Il y a des organes délibérants, organes exécutifs, il y a aussi les services opérationnels, les équipes opérationnelles, le deuxième ligne de défense et d'autres, vous voyez? Donc voilà comment ça se passe. Et lorsque ce système n'est pas efficace, lorsque chacun ne fait pas son rôle, eh bien, ça peut exposer un risque de non-conformité. D'accord? Ouais. Donc chacun a son rôle à jouer. Donc vous qui pensez que la non-conformité concerne uniquement les roulements COBAC, non, c'est même au niveau interne aussi, il peut y avoir non-conformité. Et l'organe délibérant aussi a un grand rôle à jouer. Il doit veiller à ce que les procédures soient respectées. Il doit veiller à ce que les procédures internes soient respectées. Lorsque vous ne respectez pas vos propres procédures, vous êtes déjà dans la non-conformité. D'accord? Donc voilà, donc, l'organe délibérant qui est le conseil d'administration a un grand rôle à jouer en ce qui concerne la conformité. D'accord? Donc vous qui pensez que la conformité concerne le service opérationnel, c'est une vision limitée. Donc maintenant, vous le savez. Alors, on va développer, nous allons prendre un deuxième point. Okay? Voilà, deuxième point, on va parler de, voilà, on va parler de pression commerciale. Voilà, pression commerciale. La pression commerciale. Attention, la pression commerciale n'est pas un facteur de risque de conformité, mais la pression commerciale augmente ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs. Oui, parce qu'il y a un aspect psychologique qui influence l'analyse des agents, qui pousse à ce que les agents ne respectent pas les normes ou les procédures. D'accord? Donc, retenez par là qu'une des risques profonds, l'un des facteurs profonds de risque de non-conformité est aussi psychologique. D'accord? Donc, ça veut, la non-conformité ne veut pas dire forcément que l'agent n'a pas respecté. Oui, c'est le cas aussi très fréquent. Il y a des agents, des professionnels qui sont négligents, qui font des travaux qui ne veulent pas respecter ce qui est établi. Oui, ça c'est une non-conformité, mais ça ne se limite pas par là. Il y a aussi l'aspect psychologique qui rentre en jeu, qui pousse à ce que les professionnels ne respectent pas les normes, ne respectent pas les règles. C'est ce que nous allons voir. D'accord? Lorsqu'il y a une pression commerciale, parce que lorsque l'organe délibérant va atteindre des objectifs, d'accord, il y aura une certaine pression sur ce service-là, service production. Voilà, c'est ce service-là, service production, qui subit beaucoup de pression parce qu'ils sont là pour produire, hein, accorder des crédits. Plus des accords de crédit, plus la banque fait du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, lorsqu'il y a la pression commerciale, c'est ce service-là qui est beaucoup touché. Et lorsque ce service est touché, ici, normalement, la deuxième ligne de défense doit être alertée. Parce que plus il y a de pression, plus les agents seront focus sur les objectifs. D'accord? Leur but, c'est atteindre les objectifs. Par exemple, si l'objectif est d'être 40 clients, 40 millions, l'agent va faire de son mieux d'atteindre 40 millions. Et dans la pratique, dans la manière de faire, vous allez constater que l'agent il va contourner les procédures internes et les politiques internes de la banque, juste parce qu'il veut atteindre des objectifs. À ce moment-là, lorsqu'il y a une pression commerciale, il faut que la deuxième ligne de défense soit alertée. Voyez, donc, lorsque l'organe délibérant augmente, par exemple, le niveau des objectifs commerciaux, il faut que ce service-là soit alerté. D'accord? Ce service-là doit être vigilant. Mais si ces services-là sont également sous pression, à ce moment-là, ils ne pourront pas bien exercer leur travail de surveiller le service crédit. Parce que
Plus un agent subit de pression, plus il va vouloir décaisser. Et en voulant décaisser, il va chercher, et même inconsciemment, contourner les règles. Donc, comme je vous ai dit, la pression commerciale augmente augmente ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs. D'accord? C'est ça les tendances que l'être humain peut avoir de manière inconsciente qui va influencer ses analyses. Ce que nous allons développer, par exemple, euh, nous avons les biais cognitifs. Voilà, on va parler des biais cognitifs. Les biais cognitifs. Voilà, les biais cognitifs, il y en a plusieurs en psychologie. Mais ici, nous allons parler, par exemple, premièrement, les biais d'autorité. On commence par biais de confirmation. Biais de confirmation. Nous avons biais d'ancrage. Biais d'ancrage. Nous avons ce qu'on appelle effet de halo. Vous voyez, ce sont l'effet de halo. Nous avons biais d'autorité. Okay. Voilà, biais d'autorité. Voilà, ce sont les biais cognitifs. Okay. C'est de la psychologie. Ce sont des tendances, je vais développer, qui influencent notre manière, qui influencent la manière d'analyser. De faire des analyses. Vous savez, surtout en matière de crédit, c'est un travail d'analyse. Déjà, souvent, l'agent finance par exemple des clients qui ne maîtrisent pas, qui n'ont jamais rencontré. Ouais. Donc, il y a certains facteurs qui peuvent le pousser à ne pas respecter, par exemple, les règles au niveau de l'institution. Vous voyez, la pression commerciale est liée, augmente ce qu'on appelle les biais cognitifs, souvent nous venons de citer. Et ces biais cognitifs, il y en a plusieurs, mais très fréquents. La pression commerciale augmente ce qu'on appelle par biais de confirmation. Je vais expliquer. Vous voyez, supposons l'agent, l'objectif de l'agent, par exemple, est de décaisser. Alors ici, l'objectif de l'agent, par exemple, est de décaisser 40 000. D'accord? Alors 40 000. D'accord? Et à ce moment-là, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à décaisser, à atteindre ses objectifs. Il peut arriver à des situations où il est face à un client. D'accord? L'analyse, je voudrais que l'analyse doit être normalement doit être faite de manière objective. D'accord? Mais vu qu'il y a une certaine pression, ça augmente ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est-à-dire l'agent dans ses analyses, il va toujours chercher à se fier sur les informations positives. Or, en ce qui concerne l'analyse, il faut voir le côté positif, le côté négatif. Mais s'il y a une forte pression commerciale, l'agent, on va chercher seulement à se appuyer sur les éléments positifs pour justifier son analyse, pour justifier sa décision. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Alors, je tenais encore à rappeler qu'ici, la pression commerciale n'émane pas forcément de la direction. Ça peut être aussi du professionnel lui-même. C'est-à-dire lui-même, il va atteindre des objectifs pour se distinguer des autres collègues. Il peut, voilà, parce qu'il veut par exemple obtenir une prime à la fin de l'année, alors il peut se mettre sous pression pour décaisser. D'accord? À ce moment-là, vous voyez que l'agent, dans son travail, il va se focaliser beaucoup plus sur les biais de confirmation. C'est-à-dire, lorsqu'il est face à un client, au lieu de regarder le côté positif ou le côté négatif, il va se fier uniquement sur le côté positif parce que derrière, il y a un objectif. Il va atteindre. Vous voyez?
lui, dans ses analyses, au lieu de regarder aussi les failles du client, non, lui, il regarde que le côté positif du client et ça va influencer son analyse. D'accord? Voilà. Et il y a ce qu'on appelle par les billets d'ancrage. Les billets d'ancrage ici, c'est aussi une tendance à se laisser impressionner par les premières informations reçues. Vous voyez, vous êtes un professionnel, agent de crédit, vous recevez un client, le client vous dit que je fais un chiffre d'affaires par exemple de 5 millions, vous en écoutant que les 5 millions, vous êtes impressionné que c'est un bon client. Non, en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez, le chiffre d'affaires, le bénéfice, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, le client peut avoir un chiffre d'affaires de 15 millions, mais parfois le bénéfice est 500 000, de 200 000. Ouais, le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est deux choses opposées. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. D'accord? Bien que cela soit lié, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, bien d'ancrage, ici, on se laisse impressionner par les informations qu'on reçoit auprès du client, concernant son activité. Ça peut nous pousser à ne pas respecter les normes. Par exemple, si la procédure interne de la banque dit, par exemple, on doit décaisser un client qui a fait, par exemple, euh, euh, à au moins 6 mois d'expérience dans son activité. Mais l'agent, le fait qu'il est déjà figé sur l'ancrage, ben, il peut se permettre à contourner ces procédures. Ouais, c'est la même chose avec le billet de confirmation. Ouais. L'agent peut être mené à contourner les procédures ou les politiques internes de la société pour juste atteindre ses objectifs. D'accord? Ce qu'on appelle les billets d'ancrage. Donc ici, l'agent est impressionné, même si par exemple la politique dit qu'on ne doit pas financer telle activité, mais l'agent, parce qu'il y a des activités que les banques ne financent pas. C'est ce qu'on a parlé. L'organe donne des grandes orientations. D'accord? Définit également ce qu'on appelle l'appétence de risque, parce qu'il y a des risques pour atteindre le chiffre, il faut accepter un certain nombre de risques. Ouais. Et qui définit ces risques-là? C'est l'organe délibérant qui est le conseil d'administration. Ouais. Le but d'atteindre des objectifs, voilà ce qu'on peut accepter, voilà ce qu'on va, voilà le secteur d'activité qu'on doit toucher, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il faut procéder, voilà. Et c'est l'organe délibérant qui décide. Vous voyez? Donc, l'agent peut être mené à contourner cela juste parce que il est dans cette situation-là bien d'ancrage. Vous voyez, c'est psychologique, ça fait. En fait, ce sont des choses qui sont naturelles. Hein? C'est-à-dire, on ne décide pas volontairement, parfois c'est inconscient, on ne sait pas réellement, mais ça nous arrive comme ça. D'accord? C'est inconscient. Voilà, les billets d'ancrage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait de se laisser, c'est une tendance de se laisser impressionner par l'apparence. Voilà, vous êtes face à un client qui vient solliciter un crédit, par exemple, dans une banque, vous effectuez une opération. Parce que les biens cognitifs ne concernent pas que le crédit, ça concerne aussi au niveau des guichets, ça concerne tous les services. Vous avez un client qui vient solliciter un crédit chez vous, mais dans le fond, vous constatez qu'il ne respecte pas vraiment les procédures internes de la société. Hein. Voilà. Mais vous avez vu qu'il s'exprime bien en français, il parle bien, il a une belle voiture. Voilà, vous vous laissez impressionner par le fait qu'il s'exprime bien. Voyez, vous dites que c'est un intellectuel. Vous n'avez pas dit, dans la logique, c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on est apte à payer, à honorer ses engagements financiers. Quelqu'un peut être instruit, avoir des diplômes, mais toujours avoir du mal à rembourser ou avoir du mal à honorer ses engagements. Ça existe. Hein. Vous voyez? Mais il y a ces faits psychologiques qui existent qui vont vous pousser, par exemple, à penser que parce que le client s'exprime bien, que forcément ce client-là, il sera en mesure de rembourser. Bien que son activité ne cadre pas avec la politique interne de la société, mais vous, le fait que vous avez vu qu'il s'exprime bien, à ce moment-là, vous décidez de contourner les procédures, les règles, la politique interne de la société. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo peut avoir deux sens, côté positif et négatif. Vous voyez, sens négatif, c'est avoir une mauvaise impression parce que vous recevez un client, vous voyez un client, il vient, il t'attend, il ne s'exprime pas bien, vous voyez, il bégaye, il ne parle pas bien, vous sentez que le client n'est pas instruit,
Donc pour vous, c'est un facteur de risque. Vous voyez, ça influence votre analyse sans pourtant vous vous rendez compte. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il y a beaucoup de biais cognitifs qui, qui impactent votre manière d'analyser un dossier et qui vous poussent parfois à aller à l'encontre des procédures et des politiques internes de la banque. Et là, vous êtes déjà dans une non-conformité sans pourtant vous vous rendez compte. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle les biais d'autorité aussi. Voilà, les biais d'autorité proviennent souvent, c'est en lien avec les hiérarchies, c'est-à-dire les chefs. Vous voyez, vous êtes dans un service, vous travaillez dans un service, un chef vous vient, vous soumet un document, vous soumet par exemple à une personne analysée. Vous voyez, vous êtes un agent, on vous charge de crédit. Okay. Le DG vient avec un dossier, dit ah, ben moi je connais ce monsieur, c'est un commerçant, tout. Vous voyez, bien que l'activité ne cadre pas avec la politique de la société, mais le fait que vous voyez que c'est le DG, par exemple, ou c'est un responsable qui vous a soumis ce dossier, alors vous vous laissez influencer par cela, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est une tendance. Okay. C'est-à-dire dans votre analyse, l'analyse sera biaisée, l'analyse sera plus objective, conformément aux politiques internes de la société. D'accord. Vous saurez que c'est l'ami ou le petit frère du DG, je dois traiter ça rapidement. Il faut que ça aille vite. À ce moment-là, il faut vous échapper de certaines informations. C'est au moment où le client n'arrive pas à rembourser, c'est là où vous allez découvrir que il y avait telle société, telle faille. Voyez. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne vous apprends pas à être désobéissant auprès de votre chef, votre responsable. Mais je vous apprends que même si la recommandation vient de votre chef, de votre responsable, cela ne réduit pas le risque. Ouais, le risque est toujours là. Donc, vous devez être factuel. Ouais, vous ne devez pas être dans le cadre parce que c'est le chef. Non, ça peut être le chef qui vous a recommandé un dossier, mais ça ne veut pas dire que le risque est réduit à néant. Non, le risque existe. Donc, vous, en tant que professionnel, vous devez toujours développer votre capacité d'analyse, avoir toujours côté positif, côté négatif. Et si vous plongez juste sur le côté positif, ça c'est un problème. Si vous laissez l'impression parce que c'est le chef qui vous a recommandé, non, vous allez vous retrouver dans un problème. D'accord. Donc, en tant que professionnel, vous devez toujours être factuel, toujours voir le côté positif et le côté négatif. Ne vous laissez pas influencer parce que c'est le chef qui vous a donné l'ordre. D'accord. Le chef peut vous donner un ordre, oui, mais attention, dans votre analyse, il faut toujours voir le côté contraire des choses. D'accord. Donc, pour lutter contre ces biais cognitifs, il faut toujours voir le pour et le contre. Et si vous vous laissez toujours être sur, vous laissez toujours voir côté positif, à ce moment-là, vous pouvez être dans le cadre de non-conformité, comme on vient de le dire. Donc voilà ce que je tenais à vous partager ce soir. Donc il y a beaucoup à dire sur le risque de non-conformité. Voilà, c'est un point très vaste, vous voyez, mais nous allons revenir maintenant prochainement et nous allons appliquer les textes de COBAC et voir comment on peut voilà, apprendre de cela et développer notre capacité voilà, d'analyse. Voilà. En tout cas, chers collègues, chers abonnés, merci pour le temps que vous consacrez pour suivre mes contenus. Ça me va droit au cœur, on ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous.